Donc, bonjour Nicolas, donc tu es enseignant au collège international de l'Est parisien, Noisy-le-Grand, et tu pratiques la classe inversée. Mon parcours, donc moi je suis un pur produit de l'Académie de Créteil, donc j'ai fait mes études dans l'académie. J'ai même été étudiant ici pour préparer le CAPES. Après j'ai été stagiaire dans le Val-de-Marne, donc à Saint-Maur-des-Fossés. Donc j'ai démarré par un collège de centre-ville pour lequel j'avais des élèves plutôt de bon niveau. Et après j'ai été enseignant pendant 16 ans au Collège Liberté à Drancy, en Seine-Saint-Denis, en REP. Et puis depuis 2 ans, je suis donc au Collège international de l'Est parisien à Noisy-le-Grand. Alors, j'ai constaté, après un certain nombre d'années de pratique, que j'avais de plus en plus de difficultés à faire travailler toute ma classe, qu'il était difficile de pouvoir différencier, que des fois dans les séances de correction d'exercice, je perdais pas mal de temps. Et donc en fait, la classe inversée, donc c'est un outil pour moi qu'on met à disposition de l'enseignant, qui va lui permettre de gagner du temps de pratique mathématique en classe. L'idée, c'est pas de se dire, c'est pas que les cours à la maison et le travail en classe, c'est souvent le raccourci qui est fait. Là, l'idée, c'est de se dire, je mets sur la table tout ce que je demande à faire à l'élève au cours d'une séquence. Et puis j'essaye non pas de les classer par ordre chronologique, comme on a tendance à le faire très souvent, mais plutôt par ordre de priorité de besoin de l'enseignant au moment où la tâche élève est effectuée. Et là on se rend compte qu'il arrive parfois qu'il y a certains travaux que l'on demande à faire aux élèves en dehors de la classe, pour lesquels en fait notre présence est peut-être plus importante que d'autres. Idéalement, il faudrait que l'enseignant soit présent partout. Malheureusement, c'est pas possible. On a un temps de cours qui est contraint. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc on va mettre en priorité en dehors de classe les temps où l'enseignant est moins indispensable. Donc, ça peut être pour certaines notions, le fait d'écrire le cours en effet, parce que si on a fait une activité de découverte en classe qui est efficace, qu'on a réussi à conjecturer avec les élèves et qu'ils ont réussi à formaliser le théorème ou la propriété, peut-être que la réécrire dans le cours tout de suite, c'est pas forcément indispensable. On peut peut-être passer aux exercices d'application et puis dire pour la prochaine fois, vous recopiez le cours. Ça peut être les exercices d'approfondissement. Une fois que la notion elle a été bien travaillée, qu'elle est maîtrisée par l'ensemble de la classe, on peut se permettre là de leur faire travailler en dehors de la classe les notions. Mais je pense par exemple que la première fois qu'un élève est confronté à l'application d'une propriété ou d'un théorème, c'est très important que l'enseignant soit présent pour qu'il puisse tout de suite diagnostiquer s'il y a un problème, se dire attention là, tu es en train de mal rédiger, je pense que tu pars dans le mauvais sens, plutôt que ça soit fait en dehors de la classe. Parce que quand on donne du travail d'application directe du cours en dehors de la classe, juste après que la notion ait été vue, ce qui arrive très souvent, c'est que le lendemain, on a les élèves qui l'ont fait, les élèves qui l'ont pas fait. Donc les élèves qui l'ont fait, très bien, alors soit c'est juste, soit c'est faux. Bon, voilà, quand c'est faux, on peut se dire qu'ils l'ont fait tout seul, on peut espérer, et puis voilà, ils ont fait une erreur, très bien, on va y remédier. Ceux pour lesquels c'est juste, on ne sait pas s'ils l'ont fait tout seul, s'ils l'ont fait avec de l'aide, et voilà, c'est quand même pas l'objectif que des élèves soient aidés à la maison. Et ceux qui l'ont pas fait, pareil, on ne sait pas s'ils l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, ou parce que ils ont essayé, puis ils ont pas compris l'exercice, ils n'ont pas réussi. Donc en fait, on augmente un petit peu l'hétérogénéité de la classe. Ce type de travail à la maison, au lieu de la réduire, l'hétérogénéité a tendance à l'augmenter. Et au fur et à mesure de la séquence, on va dire, on arrive à plus du tout pouvoir tenir les deux bouts de la classe. Il y a un tel écart que ça devient compliqué. Donc l'idée aussi de cette classe inversée, c'est de permettre d'avoir des temps de travail en classe, peut-être des travails en groupe, pour justement travailler par compétences, niveau d'acquis, et essayer de mettre ensemble des élèves qui ont plus de difficultés pour que nous, on puisse aller avec eux au sein d'un groupe, et puis de mettre plus en autonomie les élèves qui sont plus à l'aise sur la notion. Alors l'ordre chronologique on va dire une séquence classique, c'est l'activité de découverte, la conjecture de la propriété, la mise dans le cours de cette propriété, la démonstration quand elle est possible, il n'y en a pas beaucoup en collège, mais il y en a quand même certaines, l'exemple qui va illustrer le cours, puis l'exercice d'application, plusieurs exercices d'application, ensuite on passe aux exercices d'approfondissement, aux tâches à prise d'initiative, aux problèmes ouverts et tout ça. Donc c'est ça pour moi la chronologie. On part de la découverte de la propriété, puis à la fin on va même l'associer à d'autres qu'on connaissait déjà pour se faire des problèmes plus compliqués. Et donc c'est vrai qu'il est assez logique cet ordre-là, mais c'est vrai qu'il y a des temps qu'on est obligé de mettre en dehors de la classe, et souvent, il se fait que la partie juste après la mise dans le cours, elle est mise en dehors de la classe. Ou alors, on leur donne rien à faire sur la notion pendant un certain temps, et ce qui peut aussi poser des soucis. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait de travail en dehors de la classe. Il est très important que les élèves travaillent en dehors de la classe les mathématiques, mais pas forcément tout. Voilà, des devoirs maison, des exercices d'approfondissement, pourquoi pas certaines tâches de recherche, de créativité. Ils peuvent créer des cartes mentales, des fiches, des choses comme ça. Ça, c'est, je pense, un très bon travail à faire aussi en dehors de la classe. Mais l'exercice d'application, quand on est au début d'une notion,
même si dans l'ordre chronologique il arrive tout de suite après le cours, peut-être que justement il va falloir dire la mise dans le cours, on va un peu la déporter, c'est pas grave. On aura écrit sur notre feuille d'activité la propriété ou le théorème, on peut s'en sortir pendant quelques séances avec juste cette trace écrite avant de l'écrire dans le cours. Typiquement le théorème de Pythagore en quatrième. Voilà, donc on peut se dire, tiens, sur le théorème de Pythagore, c'est intéressant de fonctionner en classe inversée sur ce temps-là, parce que l'activité de découverte avec le puzzle de Pythagore, elle marche bien, ils arrivent très vite à trouver la propriété, hop, tout de suite on l'applique et on fait recopier le cours en dehors, plutôt que de perdre 1 heure. Souvent ça prend, les collègues de collège le savent bien, écrire la propriété de Pythagore, un exemple, et puis sa réciproque, ça prend beaucoup de temps. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la pratique, de voir dans tous les cas possibles, et de les voir se confronter à comment est-ce que je vais le rédiger, comment est-ce que je vais bien analyser la figure, où est l'hypoténuse, est-ce que j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore, est-ce que j'ai pas le droit, et c'est là où on veut les voir, parce que nous c'est important, c'est qu'ils pratiquent des maths. On constate aussi que très souvent, en fait, si on fait le bilan honnête du temps que l'élève a passé à faire des mathématiques pendant 1 heure de cours, il peut être très très faible sur certaines heures de cours, et ça c'est un peu dommage. Vraiment, l'idée c'est que nous on est là pour qu'ils fassent des maths et les accompagner au moment où ils font des maths. Moi, je fonctionne par ce qu'on appelle par plan de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fonctionne en classe inversée, l'idée, c'est de se dire, on va proposer aux élèves un panel d'exercices, et ils vont essayer de les faire dans un certain ordre, et de s'auto-évaluer sur ces exercices, et suivant la réussite ou pas à cette auto-évaluation, demander de l'aide de l'enseignant qui va permettre de revoir le point du cours, ou alors d'avancer plus en autonomie le cours. Donc ça, en fait, ils partent avec 4 exercices communs, et puis on est en réussite. Ah très bien, écoutez monsieur, on s'est autocorrigé, donc ils ont des moyens, on leur apprend à s'autocorriger avec des fiches d'autocorrection ou avec l'enseignant qui valide ou pas leur réponse. Et ceux qui ont la réponse de valider, ils se mettent dans un groupe et puis ils travaillent et puis ils avancent un petit peu en autonomie. Puis ceux qui sont plus en difficulté, l'enseignant va pouvoir aller auprès d'eux et passer plus de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on passe du temps avec un groupe d'élèves en difficulté auquel on va expliquer une notion dont on sait que les autres ont compris puisqu'ils ont pu avancer, on a validé, en fait, on freine pas le reste de la classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le reste de la classe qui se dit « Ah mince, on est obligé d'attendre qu'il réexplique pour une 2e, 3e, 4e fois cette chose-là que nous on a compris. Mais on a compris, mais bon, il faut attendre. » Voilà. Donc là, l'idée, c'est que chacun avance dans le même objectif, on travaille telle notion, mais c'est de se dire que chacun va à son rythme, que tous les élèves approfondiront pas autant la notion. Et ça, c'est pas forcément grave. Il faut aussi se dire à un moment donné, c'est pas grave si sur certaines notions, il y a des élèves qui iront un peu moins loin. Ils vont l'aborder, ils vont la pratiquer, mais ils n'arriveront pas à aller au bout des choses. Ils iront un petit peu moins loin que les autres, mais on aura respecté le cadre du programme. Voilà, la question, elle n'est pas là, mais ils auront moins vu d'exercices un peu plus compliqués dans lesquels on va faire intervenir plus de propriétés un peu extérieures. Mais tous les élèves seront au travail le même temps, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il y a une tâche commune où on rattrape tous les élèves en leur disant, voilà, on a tous travaillé de façon différente pour s'approprier la notion, pour essayer de la mettre en œuvre, et puis maintenant, on est capable de résoudre tous ensemble le même problème. Et ça aussi, c'est important, de montrer qu'on garde le groupe classe quand même. Et les élèves apprécient, ils ont moins peur de demander l'aide du prof, parce qu'il n'y a pas ce côté de je ralentis la classe, où tout le monde va se focaliser sur moi, parce que je pose une question, je suis la seule à le poser. Ça, c'est des choses qui sont aussi, je pense, positives dans la façon qu'ont les élèves de participer en classe. En fait, ce qui est difficile, c'est les premières séquences sur lesquelles on installe la méthodologie avec les élèves. On leur dit attention, voilà, le fait de demander de l'aide, c'est important. L'important, c'est de comprendre. L'important, c'est de pouvoir être en réussite au moment de l'évaluation, de pouvoir valider les compétences qui vont être mises en jeu. Et donc, c'est pas d'aller vite pour aller vite. Le but, c'est pas de finir le premier. Le but, c'est vraiment de comprendre. Donc, c'est vrai que les premières séquences que l'on fait en classe inversée, les premiers temps, on passe beaucoup de temps à expliquer avec les élèves. Et je dirais même qu'avec les petites classes, on a tendance à, même le travail en dehors de la classe, quitte à perdre un peu de temps, leur montrer comment est-ce qu'on le fait, en fait, à faire ce travail en dehors de la classe, en classe. C'est-à-dire leur dire, voilà, maintenant vous êtes chez vous, je vous ai demandé de faire ça, comment on fait ? Et ça, c'est vraiment important, vraiment de leur apprendre à apprendre. Parce que ça, c'est quelque chose que l'école a beaucoup de mal, et pourtant c'est un des piliers du socle, apprendre à apprendre. C'est-à-dire, c'est quoi faire ses devoirs ? C'est quoi apprendre sa leçon ? Qu'est-ce qu'on attend d'un élève en travail à la maison ? Qu'est-ce qu'on attend aussi des parents, quand ils suivent leur enfant, de ce qu'il y a à faire à la maison ? Ça, c'est des choses sur lesquelles on a tendance peut-être à aller un peu trop vite par moment, par manque de temps, voilà, c'est pas du tout grave, mais dans l'absolu, on manque de temps pour le faire. Et donc, de prendre ce temps au début d'année, qu'on gagnera en fait par la suite, on a l'impression en fait jusqu'à la vacances de Toussaint voilà, on n'avance pas, mais on se rend compte qu'après en fait on en gagne du temps, de bien installer ces méthodes, de bien installer
toute cette pédagogie et de te dire, voilà, quand on fonctionnera en classe inversée, c'est ça que je veux. Quand je vous dis que vous avez à la maison à voir le cours et à le mettre dans votre cahier, voilà ce qui est attendu. Voilà, il faut prendre des notes, il faut pouvoir me poser des questions s'il y en a. C'est pas juste de la recopie bête et méchante. C'est pas un travail difficile, mais malgré tout, c'est un travail qu'il faut faire, qui est important. Si vous le faites pas, vous serez sanctionné, puni, comme on sanctionne ou on punit un élève quand on nous donne du travail classique. C'est un vrai travail à faire. C'est pas les vacances, quoi. Et ça c'est quelque chose d'important. Et petit à petit, quand on met ça en place, les élèves comprennent que le but, c'est pas d'être le plus rapide, c'est de comprendre les choses pour être en réussite au moment de l'évaluation. Ça ne se fait pas tout le temps, à toutes les séances, à tous les cours. Ça se teste. C'est comme vous. Et pourquoi pas? Alors, et pourquoi pas parce que les élèves, comme tout, se lassent en fait. C'est-à-dire que ça marche très bien, mais je pense que ce qui est aussi efficace, c'est le fait de varier nos façons, les pédagogies qu'on met en œuvre avec les élèves. Ils ont besoin à certains moments aussi de temps de cours un peu magistraux. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour les préparer, nous, nos élèves de collège au lycée, et puis les élèves de lycée au post-bac, ils vont avoir des temps forts où il faudra être attentif pendant un long temps. Alors, on ne va pas demander à un sixième d'être attentif pendant 2 heures de suite, ça paraît pas logique, mais qu'il y ait des temps où il faille écouter le prof, où il faille se dire attention, là c'est important, on va noter le cours et on va être attentif pendant un certain temps qui va croissant de la sixième, on va dire, à la terminale. Ça me paraît important. Donc voilà, je dis pas qu'il faut jamais faire de cours magistral, je dis juste qu'il faut pas tout le temps faire du cours magistral et quand même pas faire tout le temps de la classe inversée, mais ça peut être un outil qui peut être très très utile pour la différenciation. Le cours magistral est plus compliqué de différencier sur un cours magistral, ça paraît assez évident. Donc ça dépend vraiment des temps, des séquences, peut-être même que dans une séquence on peut se dire le début il est magistral, puis après on va passer un peu plus en inversé. C'est vraiment un outil qu'on met à disposition, comme le vidéoprojecteur, comme la photocopie, comme plein de choses en fait qui sont mises à disposition de l'enseignant. C'est un outil qu'il va utiliser quand il en a besoin, quand il en ressent l'utilité, quand il se sent à l'aise avec. Voilà, il n'y a pas d'idée de se dire on le met tout le temps en place. Alors non, pas plus d'évaluation, mais ce qui est sûr, c'est que quand je fonctionne comme ça, j'autorise le travail, et même je les invite à l'utiliser, ce travail en groupe et en îlot. Et donc en fait, il y a une émulation qui se fait entre les élèves, et ils ont tendance quand même, on les entend souvent discuter de maths. Alors, il peut y avoir des moments de déconcentration, mais alors, pour avoir assisté à pas mal de cours en fond de classe, quand des collègues faisaient cours, même quand on est en positionnement, ce que j'appelle autobus ou en cours magistral, les élèves savent se faire passer des petits papiers et ne pas être forcément concentrés. Donc c'est pas forcément le travail en îlot ou en autonomie qui est source de déconcentration des élèves. Mais oui, il y a des temps où il y a des élèves qui sont moins concentrés, qui ont moins envie de travailler. Là, il y a plusieurs solutions. Déjà, on s'en rend compte, parce que souvent ça augmente le niveau sonore. Donc on va les voir, on voit où ils en sont, on dit là, vous n'avez pas beaucoup avancé, c'est pas bien. Je compte sur vous pour vous mettre au travail. Et s'ils ne continuent pas à se mettre au travail, on peut changer les groupes. Dire voilà, les groupes, moi, je vous ai plutôt autorisé à être par affinité, mais si vous n'avez pas envie, si ça ne fonctionne pas, on change. Et puis on peut aussi, ça c'est quelque chose qui peut être aussi important, avoir ce qu'on appelle des sas d'isolement. C'est-à-dire se rendre compte qu'il y a un élève qui, sur une heure de cours, là, n'est pas en capacité de faire un travail de groupe. Parce qu'il a été déconcentré, l'heure de cours d'avant s'est mal passée, il n'est pas de bonne humeur, plein de raisons. Et dans ce cas-là, cet élève-là, plutôt que de l'exclure de cours ou de le punir, on va lui dire, écoute, avant d'en arriver à un mot dans le carnet, voilà, tu vas te mettre tout seul, et aujourd'hui, tu vas pas travailler en groupe, tu vas travailler seul, parce que quand tu es au sein du groupe, tu as tendance à perturber le groupe. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toi qui fais que le groupe est bruyant. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Et donc on l'isole, on le met un peu tout seul, et ça fonctionne bien. Ce qui aussi peut fonctionner bien, c'est d'avoir tout au long de l'année des projets avec les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, quand les élèves valident et des projets qui les intéressent, alors je pense en particulier à tout ce qui est algorithmique et programmation, qui est maintenant au cœur du programme de cycle 4, sur lesquels on peut donner aux élèves de leur dire, voilà, attention, là, on a initié un projet, ce projet va prendre du temps, tout le trimestre, tout le semestre, parce que maintenant je fonctionne en semestre, donc du coup, il va falloir trouver du temps, vous l'avancez essentiellement en dehors de la classe, avec des points d'étape en classe, mais si vous avez fini votre travail et qu'il est validé et que vous l'avez fait sérieusement, vous pourrez essayer d'un peu avancer, collaborer à 2-3 sur un problème que vous avez sur ce projet, et donc du coup, les élèves jouent globalement le jeu. Ils voient bien qu'ils ont intérêt à jouer le jeu parce qu'en fait, dès qu'ils rencontrent une difficulté, ils ont l'aide de leurs camarades dans un premier temps, parce qu'ils sont en groupe, et puis aussi de l'enseignant. Et donc, ils ont tout à gagner à être sérieux, quoi. Alors, on a toujours, de toute façon, on n'enlèvera pas les élèves qui sont ascolaires, qui n'ont pas envie de travailler, mais j'ai l'impression, enfin, même plus que l'impression, on le voit moins quand même. On voit plus d'entraide entre élèves, et limite s'auto-réguler, dire attends, nous on a envie quand même de le comprendre cet exercice-là, parce qu'on sait qu'à l'évaluation, c'est important de savoir le faire. Et donc les élèves, à la limite, peuvent être passifs, mais pas perturbateurs. À l'université, je pense que ça peut fonctionner. Et dans les petites classes aussi, on sait qu'il y a des expériences à l'école élémentaire. Et tout au long du collège, moi je l'ai pratiqué avec
tous les niveaux de classe, hein, parce que ça fait maintenant 5 ans que je fais certains moments en classe inversée. Et sur les 5 dernières années, j'ai eu des 6e, des 5e, des 4e, des 3e. Et je dirais pas que ça a marché à chaque fois, mais il n'y a pas une classe pour laquelle ça n'a jamais fonctionné. Comme en parallèle, on a des élèves qui sont plutôt très bons en maths, cette différenciation qu'on arrive à mettre en place, le fait d'accompagner plus les élèves qui sont plus en difficulté, alors eux ils sont pas en énorme difficulté, mais ils sont plus en difficulté que certains de leurs camarades, ça permet que tout le monde y trouve son compte, que les bons, on pousse un petit peu, et en fin de 3e, on pousse même beaucoup, parce qu'on se dit, peut-être eux, ils vont prendre la spécialité maths, voire maths experte en terminale, donc eux, c'est important qu'ils apprennent à se casser la tête sur un problème de maths, à vraiment aller un peu plus loin, et puis à rester avec ceux qui sont plus en difficulté. Donc non, je pense que, à moins d'avoir une classe complètement homogène avec que des élèves de même niveau et de même appétence pour la discipline, je ne vois pas de cas où ça ne serait pas adapté. Ouais. Depuis quelques années, se développe de plus en plus ce qu'on appelle de comment rendre les maths plus attractives en fait. C'est-à-dire l'idée, c'est de se dire non pas que les maths, il faut tout le temps jouer, mais en tout cas, c'est la notion de plaisir, moi j'aime bien en parler, c'est-à-dire que le plaisir de l'enseignant à faire cours, pour moi ça paraît indispensable, c'est essentiel. Pour faire un bon cours, il faut qu'on prenne plaisir. Alors, je ne dis pas qu'on prend plaisir à chaque heure de cours, il y a des heures de cours qui sont plus pénibles, plus dures pour des raisons X ou Y, mais globalement avoir la notion de plaisir et aussi plaisir de l'élève, c'est-à-dire que pour donner envie aux élèves de faire des maths, c'est bien aussi de se dire que pendant l'heure de cours de maths, ils vont prendre un peu de plaisir. Alors le plaisir, il passe pas que par le jeu, mais il peut aussi passer par le jeu. L'idée qu'ils aient des moments où ils prennent vraiment plaisir, où ils jouent, ils s'amusent, ou en tout cas ils ont l'impression de jouer ou de s'amuser, ça va permettre aussi d'avoir des séances à un moment donné plus compliquées, plus abstraites, parce qu'ils savent qu'il y a ces temps un peu de décompression où ils ont l'impression de moins travailler. Et c'est vrai que depuis quelques années, on développe pas mal, en particulier à l'Académie de Créteil, avec certains collègues, l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu pour aider les élèves à apprendre, pour développer les automatismes, pour consolider une notion, pour réviser, pour plein de choses. Nous, on essaye de proposer un maximum de jeux dont les règles sont issues de jeux assez connus, assez traditionnels. Donc, on se dédouane de l'apprentissage des règles, ce qui est quand même quelque chose d'assez souvent compliqué, parce qu'il y a plein sur les sites internet, sur pas mal de manuels, où ils proposent des jeux, mais où c'est des jeux, de temps en temps, purement mathématiques. Déjà, il faut les comprendre les règles. Donc si on passe 1 heure à expliquer les règles pour qu'après les élèves disent « Ah ouais, c'est intéressant, c'est un jeu, mais on a perdu 1 heure », alors que si on détourne un Monopoly, une bonne paye, ou des jeux un peu plus rapides, type le Jungle Speed ou le Time's Up, c'est des choses très intéressantes. Nous, avec un de mes collègues, on a développé, on a un peu détourné le Time's Up et le Jungle Speed en travaillant sur des notions mathématiques. Donc le Jungle Speed, là, le jeu où il faut attraper un totem quand il y a 2 figures identiques, nous, on l'a travaillé pour la représentation des nombres. C'est-à-dire qu'on a des représentations du même nombre sous forme décimale, sous forme fractionnaire, sur un axe gradué, sous forme d'un partage dans un camembert ou des choses comme ça, un 5e, voilà, plein de façons différentes. Et en fait, quand il y a deux fois la représentation du même nombre, il faut attraper l'objet. Donc ça, c'est intéressant parce que les élèves connaissent les règles, en tout cas, elles sont très vite expliquées, et ça leur fait développer les automatismes de reconnaître l'écriture de nombres différents. Le Time's Up, donc qu'on a détourné, qu'on appelait le Maths Up, l'idée, c'est de se dire, de faire deviner des mots. Voilà, d'habitude, c'est plutôt des noms de personnalités ou de pays ou de choses comme ça. Nous, on n'a pris que des termes mathématiques qui sont dans les programmes de collège. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit les élèves, ils sont en groupe, ils jouent, et puis ils doivent faire deviner le mot, je sais pas, théorème de Pythagore. Et donc, on les voit échanger entre eux, on arrive à se rendre compte de comment on a fait passer la notion, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on aurait dû appuyer davantage ou sur lesquelles il va falloir revenir, parce qu'on se rend compte que c'est pas très bien passé, vu comment ils en parlent. Ah, il y a quelque chose qui est pas bien passé. Et donc ça, c'est intéressant, et surtout, sur la deuxième partie, il doit faire deviner avec un seul mot. Donc là aussi, on arrive à avoir l'idée forte qu'il ressorte du concept, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors des fois, il est en dehors des maths, bon, bah voilà, parce que le mot peut avoir des doubles sens. Mais quand le mot n'a pas de double sens, on arrive aussi à voir qu'est-ce qu'ils ont retenu, c'est intéressant. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles nous, on a l'impression d'être plus observateurs, mais en fait, on apprend beaucoup de nos élèves de notre classe. Et les élèves sortent de l'heure en disant, bon, on n'a pas fait de maths. En fait, si, ils ont fait beaucoup de maths et ils ont appris à communiquer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à travailler. L'oral en maths, c'est quelque chose qui est difficile à travailler. Soit on fait travailler l'élève qui passe au tableau. Et là, c'est un oral plus collectif parce que ils sont par équipe, par îlot de 4 ou de 6. Et ils travaillent et ils parlent à tour de rôle. Donc, du coup, ils parlent de maths pour faire deviner des choses. Ça, c'est intéressant. La place de l'oral aussi, elle est compliquée à avoir dans notre cours. Et là, elle retrouve une place de premier lieu et c'est assez intéressant. D'accord.
Et donc, tous ces outils-là que vous développez, ils sont partagés ou Alors, comment ça se passe? Alors, on essaye de les partager, donc il y a plusieurs canaux de partage. Oui. Il y a la mutualisation au travers de divers réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense aux petits coins des profs de maths sur Facebook ou Twitter, qui sont quand même des outils qui permettent de diffuser pas mal d'informations. Mais je dirais que le canal principal d'information et de formation qu'on a, justement, c'est les formations. C'est-à-dire que moi, je suis formateur à mi-temps. Et en fait, dans le cadre de nos formations, des formations que j'anime, donc j'en anime de deux types. J'anime des formations de territoire, en fait, ce qu'on appelle des aides négociées de territoire, c'est-à-dire qu'on répond à une demande. Un groupe d'enseignants nous dit ah là, on a besoin d'être formé sur l'évaluation par compétences, sur la résolution de problèmes en cycle 3, sur des choses comme ça. Et donc là, en tant que formateur, on arrive auprès de ce petit groupe d'enseignants et puis on met en place une formation pour justement les faire travailler sur cette notion-là. Et puis on a des stages sur lesquels c'est nous qui proposons dans un catalogue, nous on va animer une formation sur comment rendre les maths plus attractives, les mathématiques et le jeu, travailler le calcul mental, enfin plein de choses comme ça. On propose des stages de plus en plus, et ceux qui fonctionnent vraiment très très bien. Il y a de plus en plus de sessions ouvertes sur le travail numérique et la classe inversée, ça marche très bien. Les mathématiques et le jeu, comment rendre les maths plus attractives. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien, en particulier au sein des profs de collège, qui voient un intérêt et sur lesquels ils se posent des questions, ils ont envie de changer leur pratique, en tout cas de les faire évoluer. On ne demande pas non plus de révolutionner les choses, mais souvent ils sont un peu circonspects, ils se disent comment c'est possible à mettre en œuvre, et ils ont envie de voir les choses. Et ces stages-là, souvent font un peu débloquer quelque chose, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils ont peur du lâcher-prise, ils ont peur de la gestion de classe. Et en fait, on les rassure. On ouvre beaucoup nos classes, c'est-à-dire que mes collègues formateurs et moi, on n'hésite pas à leur dire, écoutez, si vous avez un temps sur lequel vous voulez venir voir des élèves en situation de classe, en fonctionnement en îlot, je vais leur montrer que c'est pas non plus le rêve absolu, que des fois il y a un peu de bruit, que tous les cours ne se passent pas merveilleusement bien, qu'on a aussi le droit de rater un cours en classe inversée, qu'on a aussi le droit de rater un cours sur lequel on avait prévu de mettre du jeu, que c'est pas grave, tous les cours ne se passent pas idéalement bien, mais l'idée de se dire voilà, vous venez voir, et puis après on échange, vous co-animez pourquoi pas, inversement, moi j'aime bien aller voir les collègues aussi, puis après échanger avec eux, et ça c'est des choses aussi qui sont importantes, et c'est un peu comme ça aussi qu'on fait passer les idées. C'est pas juste en disant ah c'est bien de faire ça, c'est on essaie de leur dire voilà ce que ça peut apporter, on l'a pratiqué, on a soit des vidéos d'élèves qui le pratiquent, on ouvre nos classes, on essaie d'avoir des retours, on essaie de mettre des sessions de stage avec 2 jours avec un peu d'écart pour qu'ils puissent tester, pour qu'ils puissent y avoir des retours. On prétend pas apporter la bonne parole, mais essayer de donner des pistes, des billes qu'on ne met pas en place tout le temps. Évidemment, on va pas dire qu'il faut jouer à tous les cours de maths, c'est pas possible. Mais il y a des temps dans l'année, avant les vacances, en fin de semaine, après une grosse évaluation, après une grosse période, quand on a 7 ou 8 semaines de cours de suite. Il y a peut-être des temps sur lesquels il y a besoin de temps pour les élèves, pour qu'ils puissent souffler, et on a des moyens de le faire. Le numérique aussi peut apporter beaucoup pour ça. L'algorithmique et la programmation, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux élèves, où ils voient une réalité, quand on parle d'intelligence artificielle par exemple aussi, ils voient une réalité, ils se disent là, derrière il y a du numérique forcément, il y a des maths, et le fait de se raccrocher à des choses concrètes, réelles, et sur lesquelles il progresse très vite. C'est-à-dire que nous, on utilise donc Scratch au collège pour faire de la programmation, c'est la programmation par bloc. Au lycée, c'est Python. Ils voient quand même qu'assez vite, ils arrivent à prendre en main l'outil, qu'ils arrivent à faire des choses vraiment pas mal, qui progressent très vite, et qu'ils arrivent à s'amuser tout en faisant des maths. Et donc ça, c'est vrai que ça fait pas mal évoluer les choses, parce qu'en fait, nos élèves pensaient savoir faire en fait de l'informatique en arrivant au collège, parce que en fait ils savent utiliser un smartphone ou une tablette, donc ils disent ah c'est bon, je sais faire du numérique. En fait c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'un élève a beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne, à se mettre au cœur des choses, et là le fait d'introduire en effet l'algorithmique, la programmation, d'avoir ce CAPES d'informatique, ça rend les élèves un peu plus intéressés à la discipline. On se voit dès la 6e en fait, voilà. Dès l'entrée au collège, ils voient le lien entre numérique, informatique et mathématiques, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, alors c'est un peu court pour voir, mais qui devrait, j'espère, créer de nouvelles vocations pour nos élèves dans les années à venir. Le numérique est un nouveau support aussi, qui permet nouveau, qui commence maintenant depuis quelques années, qui permet aussi de proposer de nouveaux types d'activités aux élèves. Quand on parlait de comment rendre les maths plus attractifs, par exemple, partir d'une vidéo, partir d'une photo, c'est quelque chose qui va beaucoup changer les choses pour les élèves. C'est-à-dire qu'on part pas de l'écrit. Quand on a des élèves qui ont des difficultés de compréhension de la langue, une situation problème qui est illustrée juste par une photo qui est complètement parlante, ça va permettre à l'élève de ne pas être
bloqués par un problème de vocabulaire, par un problème de compréhension de tournure de phrase, ou par un problème de culture, voilà, si ça se passe voilà, je me souviens d'un sujet de brevet qui se passait où il fallait mettre des bottes de foin pour isoler un toit. Les élèves de Seine-Saint-Denis avaient beaucoup de mal à comprendre ce que faisait une botte de foin sous une toiture. Il y avait les EPI il y a quelques années qui favorisaient justement l'interdisciplinarité. Maintenant, il y a beaucoup d'établissements, en tout cas dans le mien en particulier, on fonctionne beaucoup par projet. C'est-à-dire qu'on a des projets sur lesquels, moi par exemple, j'anime un projet qui est la création d'une application web pour le Collège international, avec 26 élèves. De 6e à la 3e, de toutes les sections, parce qu'on a 4 sections internationales, donc des 4 sections, et on est un prof d'anglais et un prof de maths à faire ce projet. Donc vraiment, de développer sur des projets l'interdisciplinarité, et c'est quelque chose qui est important. Et les élèves, ils se rendent compte qu'ils vont avoir besoin de ce qu'ils ont vu en techno, parce qu'ils ont vu un outil qui était pas mal pour programmer en techno, qu'en physique, ils ont vu une étude de courbe qui était intéressante, et qu'ils aimeraient intégrer cette courbe de température ou de machin pour faire un état des lieux de la journée au collège, donc de mettre une sonde qui va leur permettre de relever les données pluviométriques ou météorologiques. Donc tout ça, c'est des choses où on se rend compte que dans ces projets-là, même si moi je suis pas prof d'autre chose que de maths, et ben en fait on va utiliser les compétences et les capacités que les élèves ont développées dans toutes les disciplines. Donc non, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que c'est aussi une politique d'établissement, c'est aussi une culture des enseignants à se dire j'accepte de sortir un peu de mon domaine de compétences, j'accepte de me mettre un peu en danger parce que c'est un peu plus compliqué quand on va répondre sur des questions qui ne sont pas de notre discipline pure, mais au final on a tout à y gagner. Si des fois on dit une bêtise, on va se renseigner auprès de notre collègue de l'autre qu'on n'est pas sûr, auprès de la discipline concernée, et puis on s'excuse auprès des élèves, désolé, je n'ai pas été assez précis, mais le collègue de sciences vous dira, sciences physiques, de SVT ou de techno, vous dira de façon plus précise, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Les IREM ont un rôle très important à jouer parce qu'ils sont présents depuis très longtemps, ils connaissent très bien le territoire, ils sont très implantés, ils sont très appréciés des enseignants, et surtout ils sont très compétents pour pouvoir les accompagner. Donc oui, les IREM ont un rôle à jouer. Les labos, alors je sais qu'il y en a qui se développent dans l'académie, je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir aller voir les travaux, comment ça fonctionnait sur l'académie de Créteil, mais ce sont des choses, des labos maths qui me paraissent aussi très importants, à la fois les labos maths pour les professeurs de maths, on va dire, ou de sciences du second degré, mais aussi les labos interdegrés. Moi, je pense que vraiment la liaison cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, est quelque chose qui peut être important parce que c'est un peu là le cœur, le début vraiment des difficultés mathématiques. C'est là où on commence à travailler la proportionnalité, où on voit tous les types de nombres, ou presque en tout cas, et où la construction du nombre peut poser souci, le rôle de la fraction, le passage des fractions aux décimaux, enfin tout ça, et tout ce qui est proportionnalité, produit en croix, voilà, qui n'est plus au programme d'ailleurs de cycle 3, mais voilà, qui est encore malheureusement des fois vu dans les classes. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire entre les collègues de ces niveaux-là, et c'est vrai que les labos de maths peuvent être un vrai endroit pour se retrouver et pour échanger, et les IREM peuvent en effet avoir un rôle aussi à jouer. Je pense aussi ce qu'on appelle les IAN, les interlocuteurs académiques au numérique. En fait, il y en a un par discipline et par académie, et leur rôle, c'est d'essayer de recenser les pratiques ou les scénarios pédagogiques innovants, intéressants, qu'ils trouvent pertinents, qui se passent en académie, et après, avec l'appui d'un inspecteur, de les recenser dans une base de données nationale qui s'appelle l'EduBase, qui est hébergée au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, cette EduBase permet à n'importe quel enseignant de France, par mots-clés, de pouvoir avoir des scénarios pédagogiques qui ont été justement comme ça signalés et trouvés par les collègues, Yann, justement, et de se dire, tiens, je cherche quelque chose sur l'espace en cycle 4, et on va me donner plein de choses, pas que des maths, parce qu'on va peut-être aussi me donner de la géographie, on va peut-être me donner des sciences, parce que le mot espace, il est assez large, et après, je peux affiner, il y a plein de filtres de recherche. C'est vraiment un outil très, très intéressant, et qui permet, en plus, de trouver du contenu institutionnel, parce que c'est souvent la difficulté qu'il peut y avoir pour les collègues, c'est de se dire, où est-ce que je peux trouver des activités ou des choses pertinentes. Il y a des blogs qui sont très bien faits, mais le blog, très souvent, il est personnel, et il n'y a pas de validité de l'institution. Et c'est vrai que des fois ça dérange certains collègues de se dire est-ce que je suis bien dans les clous, entre guillemets. Donc moi je continue de dire il faut aller voir les blogs des collègues qui font des choses très très bien parce que c'est très intéressant, mais des fois ça demande un recul qui n'est pas forcément possible sur certaines notions pour certains collègues, ou pour les collègues tout débutants c'est peut-être un peu difficile de se dire est-ce que ce blog qui a l'air bien sympa, est-ce que il est vraiment
ce que poste le collègue, est-ce que c'est vraiment en adéquation avec les programmes actuels. Les outils institutionnels, donc je parle de l'EduBase, c'est vrai, il y a tout ce qui est les portails, donc prime abord, premier degré, donc il y a un portail du Scolmat, il y a plein de choses sur lesquelles, malgré tout, il y a des choses qui sont mises en avant et qui sont validées par les corps d'inspection. Donc chaque académie a son site académique, en maths, on a Maths Créteil, sur lesquels voilà, il y a des ressources qui sont publiées, et à chaque fois, elles sont publiées sous couvert d'un inspecteur. Voilà, il y a plein de moyens de trouver des choses, de mutualiser, et en effet, les diverses institutions, IREM, Labo, tout ce qui est géré par le ministère, donc l'EduBase, les choses comme ça, sont des choses qu'il faut ne pas hésiter à utiliser, à mettre en avant, à diffuser. Qu'ils aient confiance en eux, parce que voilà, s'ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils avaient une certaine appétence pour, il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent pas. Qu'ils se découragent pas, parce que c'est vrai qu'au début, on a l'impression que ça va être impossible, et puis en fait, on s'en sort bien. Qu'ils n'hésitent pas à aller voir leurs collègues. Moi, je trouve que le fait d'aller observer entre pairs des cours, de co-intervenir quand on peut, même si c'est en dehors de leur établissement, parce qu'ils ne veulent pas le faire dans l'établissement, je trouve que c'est des choses qui sont très utiles, qui apportent beaucoup. Ça sert à rien de faire en double le travail. La mutualisation, c'est quand même quelque chose qui peut être très utile. Pour justement, petit à petit, se construire une base de données assez importante qui fasse que, très vite, on n'ait plus besoin de tout repenser de A à Z, mais d'adapter à ce qu'on a envie de faire, ce qui existe déjà. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, et d'essayer de sortir un peu de ce côté individuel de l'enseignement. C'est-à-dire que, certes, on est seul en classe face aux élèves, donc c'est important que ce qu'on utilise, on se soit complètement approprié, qu'on ne prenne pas quelque chose parce qu'on aime bien ce collègue, on se dit oh, ça va être bien ce qu'il fait, puis qu'on le découvre en gros en même temps que les élèves. Là, c'est sûr que la séance, elle plante. Mais par contre, il y a certains supports qui sont déjà construits, qui sont très bien faits. Donc autant les prendre, les adapter, peut-être adapter la consigne, le temps le passé, le niveau de classe. Il y a plein de choses, on ne le fait pas au hasard. Mais en tout cas, ne pas refaire tout le travail sur des choses qui ont bien été faites. Et qu'ils n'hésitent pas à assister aux formations, parce que dans toutes les académies, il y a des formations. Et en fait, c'est pas parce qu'on sort de l'INSPE ou qu'on n'a pas besoin d'être formé encore. Et c'est pas parce qu'on a 20 ans d'ancienneté ou 10 ans d'ancienneté qu'on sait tout faire et qu'on n'a pas besoin d'être formé. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci.